Bonsoir à tous, bienvenue si vous nous rejoignez sur la nouvelle chaîne ivoirienne. Merci de suivre ce nouveau numéro de NCI 360, le magazine de la rédaction qui passe en revue l'actualité de la semaine. Ce soir, on parlera société, santé, économie, justice et sport football. Une émission en deux tableaux. Le premier est consacré à l'analyse de l'adresse à la nation du président Alassane Ouattara, annonçant le déconfinement de la Côte d'Ivoire à petite dose et le rebondissement dans l'affaire judiciaire impliquant l'ex-chef du Parlement ivoirien. Dans le deuxième tableau, nous parlerons essentiellement du sport roi, le football en Côte d'Ivoire. Bientôt une nouvelle élection à la tête de la FIF, la Fédération ivoirienne de football. Jamais un renouvellement des instances à la tête de l'institution n'avait autant fait jaser. Tout de suite, la première partie de cette émission avec le message à la nation jeudi du président Alassane Ouattara, qui a décidé donc de la levée du couvre-feu à compter de vendredi dans la ville de l'Intérieur, mesure prise au regard du constat qu'aucun cas positif n'a été détecté depuis le 21 avril 2020, mais, avertit le président, il sera immédiatement rétabli dans les localités qui pourraient connaître des cas positifs du Covid-19. On en parle dans un instant avec nos invités, mais avant, on suit ce sujet de Yeli Traoré. Le président de la République s'est adressé à la nation hier jeudi, à l'issue de la réunion du Conseil national de sécurité tenue le même jour, après l'absence de cas de contamination pendant plus de 2 semaines à l'intérieur du pays. Le président a annoncé des mesures, dont la levée du couvre-feu, entre autres. Concernant l'intérieur du pays, au regard du constat qu'aucun cas positif n'a été détecté depuis le 21 avril 2020, le couvre-feu est levé à compter du vendredi 8 mai 2020. Néanmoins, il sera immédiatement rétabli dans les localités qui pourraient connaître des cas positifs du Covid-19. Les mesures de restriction, à savoir la fermeture des restaurants, maquis, bars, boîtes de nuit, cinémas et lieux de spectacle, sont levées à partir du vendredi 8 mai 2020. Les mesures de restriction de rassemblement de population, initialement plafonnées à 50 personnes, passent dorénavant à 200 personnes. Toutefois, au cours de ces rassemblements, les mesures de distanciation physique et de protection devront être scrupuleusement respectées. La réouverture des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et supérieur se fera à compter du vendredi 8 mai 2020, selon les modalités qui seront communiquées par les ministères concernés. Concernant le Grand Abidjan, épicentre de la maladie, le président de la République, après avoir fait le bilan du Covid-19, a annoncé le maintien du couvre-feu avec un assouplissement des modalités de celui-ci. Il a aussi évoqué un renforcement sur le contrôle du port du masque et une réflexion sur la reprise des cours, notamment. Le couvre-feu est maintenu jusqu'au vendredi 15 mai 2020. Les horaires du couvre-feu sont réaménagés de 23h à 4h du matin à compter du vendredi 8 mai 2020. Des mesures de restriction, à savoir la fermeture des restaurants, maquis, bars, boîtes de nuit, les rassemblements de population de plus de 50 personnes restent en vigueur. Celles-ci seront levées le vendredi 15 mai 2020 si les indicateurs d'évolution de la pandémie continuent de s'améliorer. Abidjan et sa région restent l'épicentre de la maladie. Malgré ces mesures d'assouplissement, les frontières du pays, elles, restent fermées jusqu'à nouvel ordre et le dispositif d'alerte sanitaire maintenu jusqu'à la fin de l'année 2020. Pour commenter, analyser et développer ces mesures annoncées par le président de la République, je reçois pour vous, chez vous, l'inconditionnel Antoine Assaletiemoko, directeur général de l'hebdomadaire L'éléphant déchaîné, Félix Boni, journaliste éditorialiste, Bamba Mafungbe du quotidien Le Temps, et Aristide Nkenda Nkenda, il est journaliste éditorialiste. Bonsoir, chers confrères. Bonsoir, Ali. Merci d'avoir accepté notre invitation.
Alors, tout de suite, dites-nous, comment vous réagissez à cette adresse à la nation du président de la République? Félix? Ben, je m'attendais plus ou moins à cette adresse à la nation. Lorsqu'on a annoncé l'adresse à la nation, je m'attendais à un allègement des mesures restrictives. Pourquoi vous vous attendiez à cet allègement? Parce que depuis plus de 2 semaines, il n'y a pas eu de cas à l'intérieur du pays. Et on a compris que finalement, s'il y a eu des contaminations à l'intérieur du pays, c'est parti d'Abidjan. Et inutile de renfermer tout le pays dans une restriction alors que on peut permettre à une partie du pays, certes Abidjan est le poumon économique de la Côte d'Ivoire, mais on peut permettre à une partie du pays de continuer à tourner. Ça permettra éventuellement de ne pas étouffer toute l'économie nationale. Et donc je m'attendais déjà à ce que ce soit le cas. Par contre, au niveau des mesures prises à Abidjan, j'ai un peu de réserve lorsque le chef de l'État fait un réaménagement des horaires du couvre-feu en passant de 23h à 4h du matin. Pourquoi? Parce que lorsque le couvre-feu a été instauré à un moment bien précis où on avait à peine des dizaines de contaminés, de cas positifs qu'on détectait par jour. Aujourd'hui, nous sommes à 58 cas positifs par jour, ce qui veut dire qu'il y a... En moyenne? En moyenne, ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de personnes qui sont contaminées qui ne le savent pas. Et je n'ai pas compris qu'on puisse alléger le couvre-feu parce que jusqu'à preuve du contraire, les rapports de la police montrent que aucun Abidjanais n'a été pris par le couvre-feu à partir de 21h. Récemment, sinon dans le début, évidemment, depuis plus de 2 semaines également, 0 cas d'Abidjanais pris par le couvre-feu. Ça veut dire qu'on a fini par s'habituer, par s'adapter à ces horaires de restrictions qui ont été prises. Mais on n'a pas encore le nombre de cas à Abidjan, qui est l'épicentre de la pandémie, n'a pas encore baissé. Ça veut dire qu'il faut maintenir les dispositions prises au niveau d'Abidjan. Si on maintient fermés les restaurants, les bars, les cinémas, alors 23h, ceux qui restent dehors, c'est pour faire quoi? Parce qu'à 21h, ils sont déjà à la maison, ils ont trouvé de quoi s'occuper. De 21h à 23h, ces personnes font quoi dehors? À 4h du matin, on se lève si tôt pour aller où? Oui, pour 2 tableaux. Il y a le tableau d'Abidjan et le tableau de l'intérieur du pays. Pour l'intérieur du pays, si on s'en tient à ce que le chef de l'État a dit, c'est un constat que depuis le 21 avril, il n'y a pas eu de nouveaux cas, les personnes testées positives à la maladie à l'intérieur du pays. On peut comprendre ces mesures. Ce qui est assez incompréhensible, en revanche, c'est le fait qu'on dise que les cours reprennent à l'intérieur du pays. D'ailleurs, dès le 8 mai. Comment ça va se passer? Il faut bien que le ministre de l'Éducation... Oui, le président a annoncé que le ministère de l'Éducation annoncerait les modalités de cette reprise. Ça concerne quel type d'élèves? Est-ce que c'est l'ensemble des élèves des écoles de la Côte d'Ivoire ou bien c'est seulement ceux qui ont un examen à passer, c'est-à-dire que les CM2, les 3e et puis les terminales? Et les enseignants qui sont allés passer, depuis la fermeture, sont à Abidjan. Et les élèves qui sont à Abidjan, le président a dit qu'il faut corser les mesures de délivrance des autorisations. Comment ça va se faire? Et ces enseignants-là, sur quelle base on les libère pour aller faire les cours à Abidjan? À l'intérieur du pays? Est-ce qu'ils auront été testés avant qu'ils ne sortent? Tout ça, ça demeure encore un flou, et il faut pouvoir clarifier. Vous avez dit concernant Abidjan, effectivement, comme Félix l'a dit, ça relève un peu du paradoxe. Parce que quand le président parlait le 23 mars pour annoncer les mesures qui ont été un peu allégées pour l'intérieur du pays hier, Abidjan n'était qu'à peine une centaine de cas. Et là, aujourd'hui, nous sommes à plus de 1500 cas et on allège les mesures, notamment pour le couvre-feu. Je trouve ça un peu paradoxal parce qu'il aurait été plus intéressant de corser les mesures à Abidjan pour que la courbe de croissance de la maladie descende pour qu'on te dise, bon, et comme maintenant on est à des cas qui sont négligeables, en ce moment-là, on peut alléger un peu. Et là, on aménage, comme Félix l'a dit, de 23h à 4h du matin, entre 21h et 23h. Qu'est-ce que les gens font si les matis sont fermés, les boîtes sont fermées? Vraiment, Mafungbe? Oui, ce que je voudrais dire en ce qui concerne Abidjan, je me dis que le fait d'aménager la plage, un peu de, comment on appelle ça, du couvre-feu, répond un peu à des impératifs un peu économiques. Vous voyez que Abidjan, moi j'ai eu la chance ces temps-ci de travailler avec les femmes qui sont dans le vivrier. Si à certaines heures on n'arrive pas à positionner peut-être des véhicules au niveau peut-être de certains marchés, peut-être à 4 heures ou à 5 heures du matin, l'approvisionnement prend un petit coup. Et nous avons le fonctionnement des usines, qui travaillent à quart temps. Si on n'arrive pas à faire rouler le personnel à temps, ça risque de créer une situation.
Et puis, disons que ça fait au moins peut-être 2 mois en Côte d'Ivoire, mais 3 mois, 4 mois peut-être à travers le monde. La crise qui était un peu sanitaire est devenue économique. C'est cela. Est-ce qu'il faut continuer à confiner? Est-ce qu'il faut continuer à mettre les gens, moi j'appelle ça au restreint, pendant que à la maison, les gens n'ont rien? Regardez les femmes qui sont un peu, peut-être qu'on va en parler tout à l'heure, qui sont dans le secteur de la restauration, les maquis. Hein? Ces femmes-là, elles sont restées à la maison 2 semaines, 3 semaines, mais elles ont commencé à défier un peu les policiers. Tu vois, aujourd'hui, dans certains coins, les vendeuses de poissons sont là. Poissons braisés, attiéqués, elles se sont adaptées. D'autres aussi, restaurateurs se sont adaptés. Aujourd'hui, on fait ce qu'on appelle les emportés, qui est, je crois, bien encadré par le ministère du Tourisme et des Loisirs. On peut venir travailler un peu, ils le font, mais quand il est peut-être 20h, 20h30, tout le monde commence à rentrer ce soir. Je pense qu'en allant jusqu'à peut-être 23h, ça donne l'occasion à certains débrouillards qui sont sortis, qui ont pris des dispositions, respect des mesures barrières et autres, de rentrer facilement à la maison. Même aussi le personnel, je parle sous le contrôle peut-être à Salé, tous les journalistes ne sont pas équipés, n'ont pas de véhicule. Tu finis peut-être à 19h, mais il faut aller vite à la maison. 18h, il faut aller vite à la maison. Ce n'est pas le couvre-feu. Hein? Excusez-moi. Un cas pratique, aujourd'hui, nous n'avons pas traité du discours du président, peut-être dans le temps, parce qu'on finit un peu tôt. Peut-être qu'il faut prendre des dispositions pour être très rapidement à l'imprimerie. Les imprimeurs aussi demandent ça. Il faut être très tôt là. Et si peut-être que hier, si on nous avait dit peut-être que le couvre-feu était aménagé pour désormais à partir de 23h, peut-être qu'on pourrait rester jusqu'à 20h. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Moi, je pense bien que ce réaménagement-là au niveau d'Abidjan est un peu plus économique. C'est tellement la demande de... Moi, je les appelle les soldats économiques de la communauté économique qu'ils voulaient, qui demandent aussi beaucoup, nous aurons l'occasion d'en parler, que ça. Et maintenant, en ce qui concerne le deuxième tableau, j'avoue, j'aurais souhaité qu'on corse encore davantage au niveau d'Abidjan, peut-être au niveau de certains quartiers. Il faut être dur sur ce point. Vous pensez à un confinement de certains quartiers particulier? Bon, je pensais à ça, mais lorsque nous avons approché l'Institut Pasteur, on dit non, peut-être que le pire peut-être est à craindre au niveau d'Abobo ou de Yopougon. Il ne faudrait pas croire que c'est Cocody, puisqu'on dit les quartiers les communes qui sont les plus touchées, c'est Marc. Peut-être que c'est dans ces communes-là que les gens vont se faire tester, ou bien sont testés. Ce n'est pas encore le cas peut-être à Yopougon, à Bobo. Donc peut-être il faut être prudent. C'est pour ça que je dis, moi j'aurais voulu qu'on soit rigoureux. Et puis, Assalé le disait tout à l'heure, quand il s'agira pour les instituteurs, les enseignants qui sont venus en congé, en vacances forcées à Abidjan, comment vont-ils faire pour retourner à leur poste? Voici une préoccupation. J'espère que dans les heures à venir, le ministère des Transports, le ministère de l'Éducation nationale, peut-être de l'enseignement supérieur, auront des réponses à nous donner sur ce point. Aristide? Oui, Ali, je comprends bien Antoine et Félix, mais vous avez suivi le discours du président, il a dit la stratégie marche. Quelle a été la stratégie? C'est la première fois qu'on a une telle pandémie, c'est la première fois qu'on découvre la maladie, il fallait d'abord comprendre le processus. Et l'OMS a donné donc des consignes pour les gestes barrières. Et l'État de Côte d'Ivoire a utilisé une stratégie qui consistait d'abord à repérer tous ceux qui étaient malades et tous ceux qui étaient en contact avec ces malades pour remonter la file. Et donc, comme la stratégie marche et comme on a essayé de comprendre comment ça fonctionne, à partir de ce moment, on va progressivement au déconfinement et je crois que Bamba Mafumbe pose le problème économique. Maintenant, à la fin du discours du président, il a parlé de quelque chose de très important, il a parlé de la discipline. Vous avez vu que pendant ce confinement, pendant cette période où on a confiné Abidjan, où on a imposé les mesures barrières, les gens, même dans les familles, ont réappris à vivre ensemble. Les gens ont réappris à être disciplinés parce que c'est une question de santé. Si vous ne vous lavez pas les mains, vous allez vous contaminer. Et on a compris qu'avec les gestes barrières, on ne peut pas facilement se contaminer. Et c'est l'une des plus grandes solutions. À partir de ce moment, si on est organisé et qu'on applique la discipline, on peut aller au déconfinement et on peut aller à l'allègement des mesures strictes, notamment sur le couvre-feu.
je comprends hein, qu'on est inquiet. Je crois que Félix l'a bien développé, mais Bamba Mofumbe pose un problème réel, surtout pour l'approvisionnement des marchés. Donc, ce qui est important, c'est de prendre ce qui est tellement positif dans le niveau de la discipline, l'appliquer, parce que la difficulté, c'est que nous n'étions plus habitués à être disciplinés. Et c'était difficile de s'appliquer. Et à partir de ce moment, je l'ai dit ici, qu'après le Covid-19, le monde ne sera plus le même. Et ça a été très fort dans son discours. Notre stratégie marche et à la fin, il a parlé de la discipline. Alors, moi, j'aimerais que vous vous prononciez là-dessus. Et quand vous dites il y a un paradoxe, est-ce que finalement, l'Allemagne ou la France qui annonce pour bientôt le début de l'allègement des mesures, ça veut dire que finalement, on allège les mesures parce qu'on maîtrise bien la maladie. Est-ce que finalement, le monde ne va pas vivre finalement avec cette maladie pour laquelle on ne voit pas encore le bout du tunnel? Non, moi, quand le président dit que la stratégie marche, si l'objectif était de faire en sorte que la maladie ne prenne pas l'intérieur du pays, donc en isolant à Abidjan, de ce point de vue-là, effectivement, elle marche. Mais à Abidjan, manifestement, cette stratégie ne marche pas. Puisque malgré les mesures qui ont été prises, la maladie évolue crescendo. Nous sommes pratiquement à 2000 cas. Et donc, qu'est-ce qui a provoqué le fait qu'entre les mesures qui ont été prises par le chef de l'État et le gouvernement et le CNS, tout ça, qu'est-ce qui fait que chaque jour, le nombre de personnes augmente, le nombre de personnes contaminées augmente. Donc, à Abidjan, l'épicentre de la maladie, on n'a pas encore atteint, j'allais dire, le pic de la maladie. En France, on déconfine parce qu'effectivement, la courbe a été renversée. Le nombre de contaminés diminue, le nombre de personnes hospitalisées diminue. Et donc, par conséquent, il y a une logique dans les mesures qui sont annoncées. Si le chef d'État dit, à l'intérieur du pays, ça marche, donc on continue d'isoler Abidjan, c'est totalement logique. Mais lever les mesures à Abidjan au niveau du couvre-feu, l'aménager, ça ne correspond pas à la réalité sur le terrain. Peut-être que cela correspond aussi à la nouvelle politique avec les centres de dépistage décentralisés partout à Abidjan. On vient à peine d'ouvrir les centres de dépistage. On voit l'impact encore. C'est justement ce que j'allais dire. On n'a pas encore atteint le niveau de maîtrise de la pandémie que la France et l'Allemagne ont atteint. On vient à peine d'ouvrir les centres de dépistage. Et quand vous regardez les chiffres de personnes détectées positives, vous verrez que si vous faites le ratio entre ces chiffres et puis le nombre de personnes dépistées, nous tournons autour de 10 à 11% de personnes contaminées. Si je prends l'effectif de la ville d'Abidjan, si je me limite à 6 millions d'habitants, vous imaginez que sur 1 million d'habitants, on pourra se retrouver à plus de 100 000 personnes contaminées. Ça, ce sont des estimations. Ça veut dire qu'il y a plein de personnes contaminées qui ne le savent pas et qui continuent de se contaminer par effet de contagion j'allais dire, disperser la maladie dans la ville. Quand on est dans ce cas-là, je pense qu'il ne faudrait pas faire la confusion. Hein. La stratégie a marché parce qu'on a réussi à contenir la maladie à Abidjan, à isoler l'intérieur, à épargner l'intérieur de la maladie. Ça marche. Mais à Abidjan, la stratégie nous montre qu'on a au moins 11% de personnes qui sont touchées par la maladie. 11% de personnes. Et ces 11% de personnes sont dans la circulation. Ça peut être le voisin d'à côté, celui avec qui on prend un woro, celui avec qui on va au travail. La preuve, on a des ministres qui ont été contaminés. On a un médecin gendarme qui a été contaminé. Vous voyez donc que la maladie est au quotidien. On côtoie la maladie au quotidien. Dans ce cas de figure, je pense que comme entamer un déconfinement à Abidjan, c'est paradoxal. Il faut resserrer les mesures à Abidjan. Et quand la courbe va commencer à s'inverser, on pourra penser... Je crois qu'on s'est adapté. Les questions du marché et tous ces éléments-là. Les Abidjanais se sont adaptés. Aristide parle de discipline. Est-ce que les Abidjanais aussi sont très disciplinés parce que justement, Aristide parle de discipline. Je veux dire qu'en Côte d'Ivoire, la discipline, ça s'impose. Nous ne sommes pas disciplinés. C'est pourquoi l'armée est en deuxième position dans la lutte contre la propagation de ce virus. Parce que nous, il nous faut imposer la discipline. Il a suffi que dans les premiers moments... il faut corser, selon vous, la surveillance, le contrôle. Il a suffi que dans les premiers moments, on a tous déploré cela, il y a eu des violations de droits de l'homme, les corps habillés ont dû chicoter des gens. Mais il a suffi que cela se fasse, que plus jamais on a enregistré 0 cas depuis plus de 2 semaines à Abidjan.
Personne n'a été. Et quand bien même les corps habillés ont pu interpeller quelques personnes dans la rue, ce sont des personnes qui avaient des raisons bien valables, soit une panne de véhicule, ainsi de suite. Tous les jours, les rapports Donc, Félix, tu me rejoins que la stratégie marche parce que nous sommes réappropriés la discipline et le gouvernement a commandé des cachenets. Nous sommes soumis à la discipline, pas réappropriés. Mais nous sommes soumis, mais on constate... Force. Et d'ailleurs, Félix, si nous respectons les gestes barrières, nous n'allons pas nous contaminer. Et nous avons ces chiffres, pourquoi? Parce que le gouvernement teste les populations, justement pour avoir un certain nombre et on progresse. Le président n'a pas encore déconfiné. Hein. Il a dit, le 15, si on constate que les résultats sont satisfaisants. Pour l'instant, on a juste allégé la mesure de couvre-feu. Je crois qu'il a été très clair et il le dit parce que les chiffres sont en faveur de ce qu'il dit. La stratégie... à l'intérieur du pays, pas à Abidjan. Oui, mais la stratégie marche parce que c'est une stratégie globale. Et on a bouclé Abidjan parce que c'est l'épicentre. Et à Abidjan, si les gens respectent les mesures barrières, on ne va pas contaminer les autres. Si les gens respectent. Mais il faut que les gens respectent. Et je pense qu'avec ce Covid-19, les gens se sont réappropriés la discipline. Très bien. Bon, Maman Fungbe, rapidement, un mot sur l'économie. L'économie a occupé une place de choix dans ce message à la nation du président. Je voudrais axer mon commentaire sur 2 points. D'abord, au niveau de la transparence des fonds que des contribuables ou bien des sociétés et des entreprises de la place donnent à l'État de Côte d'Ivoire, j'ai bien constaté qu'au départ, il y avait une dispersion. Tel allait voir le ministre du Commerce pour lui faire un don, c'était au ministère de l'Économie et des Finances, c'était au ministère de la Solidarité, même au ministère de la Défense peut-être. Après, la question a été réglée, il y a une régie. Et désormais, je crois qu'il y avait une régie, mais la déclaration du président fait que désormais, on va s'adresser directement au ministère de l'Économie et des Finances, pourtant c'est ça. Maintenant, le deuxième aspect qui pourra nous aider à aller facilement, parce que quand on a faim, on peut peut-être pas respecter certaines barrières. Aujourd'hui, je pense qu'il faut aller très rapidement pour aider les entreprises qui souffrent déjà. On nous dit que si rien n'est fait, selon le patronat ivoirien, la CGC, si rien n'est fait, d'ici le mois, fin mai, juin, la situation risque d'être difficile. On a annoncé des décaissements, je crois pas de 190 milliards de francs CFA. Bon, peut-être que je ne comprends pas bien. Décaissés, placés, positionnés sur les différents fonds. Mais nos recoupements nous disent que les chefs les entreprises qui attendent ça n'ont pas encore été impactés. Et moi, je souhaiterais qu'on aille à ce niveau très rapidement. Comme le chef de l'État l'a dit, peut-être le 15 mai, on verra ce qui va se passer. Et quand c'est comme ça, les entreprises auront toujours des moyens pour équiper en kit gel-main, la main, des masques et autres. Puis les gens vont aller au travail. Mais vous voyez, quand on est à la maison, qu'on n'a pas à manger, les gens vont descendre. Ça pourrait être un peu à l'origine de, comment on appelle, on a vu en Afrique du Sud des émeutes de faim dans certains pays. Je pense que bien en Côte d'Ivoire, nous n'allons pas arriver à ce point. Donc, que le gouvernement fasse l'effort très rapidement d'écouter le cri de cœur du patronat, même s'il ne parle pas. C'est une armée qui est très redoutable. Il faut souvent, comment on appelle ça, décoder les signaux qu'ils envoient. Ça, très bien. Voilà. Place maintenant à l'actualité judiciaire qui a marqué cette semaine. 19 personnes, dont 14 militaires interpellés pour atteinte à l'autorité de l'État impliquant l'ex-chef du Parlement ivoirien et ses proches. Information livrée mardi par le procureur de la République, Ado Richard, au palais de justice. On en parle après ce sujet de Salif Yalekwe et Mathurin Badé. Le procureur de la République cet après-midi face à la presse. Encore pour évoquer l'affaire Guillaume Soro, l'ancien chef du Parlement ivoirien. À l'ordre du jour, les dossiers d'atteinte contre l'autorité de l'État. Selon Richard Adou, la procédure suit son cours et a connu des avancées notables, fruit du travail de la commission rogatoire mise en place en décembre dernier. Les officiers de police judiciaire ont procédé à la perquisition des différents domiciles et résidences ainsi que des lieux divers. Les dites perquisitions ont abouti à la saisie de 17 véhicules, dont 4 ayant servi au transport d'armes et de munitions, initialement stockés au siège du mouvement Génération et Peuple Solidaire à Cocody Riviera Golf, en direction de la ville balnéaire d'Assini,
pour y être précipitamment immergé dans la lagune en prévision d'éventuelles perquisitions. Aujourd'hui, l'enquête permet d'établir que le siège de ce mouvement politique servait à l'entreposage d'armes. Une situation qui a abouti à l'interpellation de 19 personnes. Le procureur de la République donne les détails. À ce stade de l'enquête, les éléments en notre possession ont permis l'interpellation de 19 personnes, dont 14 militaires, 2 officiers supérieurs et 12 sous-officiers, et de 5 civils en lien avec les faits susvisés. 15 parmi elles ont été inculpées et placées sous mandat de dépôt le vendredi 17 avril 2020. Revenons sur le procès mardi dernier de l'ancien Premier ministre pour recel et blanchiment lié à sa villa, Cisa Marcouri, pour lequel il a écopé de 20 ans d'emprisonnement où des personnalités et membres du gouvernement ont été cités. Le procureur rassure. Tous ceux qui sont impliqués vont être, n'est-ce pas, poursuivis. Vous savez qu'il y a une possibilité d'entendre les membres du gouvernement. C'est ce qui d'ailleurs a été fait. Il faut un décret en Conseil de ministres. Donc nous avons entendu certaines personnes dans le cadre de la procédure. Et si toutefois ces personnes se trouvent impliquées parce qu'il existe des indices concordants, ces personnes, comme tous les citoyens, nul n'étant au-dessus de la loi, vont être obligés de répondre de leurs actes. Guillaume Soro fait l'objet de poursuites depuis fin décembre 2019. Plusieurs de ses proches ont été arrêtés. Chers confrères, du nouveau dans l'affaire opposant Guillaume Soro à l'État de Côte d'Ivoire. Bamba Mafongbe, réaction? J'ai bien écouté le procureur Abdou Richard qui dit que le siège de Génération Peuple Solidaire ressemble à une poudrière. Mais quand je sais, je peux me tromper, mais ce n'est pas loin de l'ambassade des États-Unis. Et dans ces zones-là, à ce que je sais, ces zones-là sont souvent très stratégiques et avec des systèmes de vidéosurveillance de très longue portée. Qu'est-ce qui a dû se passer? Que jusqu'à présent, l'ambassade qui est là n'ait pas fait de cas. Peut-être qu'ils sont passés par les diplomates américains qui sont là, sont passés par des canaux diplomatiques pour informer l'État de Côte d'Ivoire. Mais bon, sur ce point, je suis un peu sceptique. Et puis, prendre des armes, aller jusqu'à Assini, mais il y a la lagune tout près à côté. Je ne veux pas vraiment banaliser ou minimiser, mais sur ces 2 points, bon, je reste un peu sceptique. Dans tous les cas, comme il s'agit d'une procédure judiciaire, nous verrons ce que cela va donner d'ici quelques mois. Félix? Mais comme il est souvent difficile de commenter les décisions de justice, surtout quand les dossiers sont en instruction, mais j'ai eu exactement la même appréhension que Baba Mafongbe parce que le siège de Génération et Peuple Solidaire est contigu à l'ambassade des États-Unis qui elle-même est à peine à 150 mètres de l'ambassade de Russie. Et peut-être que nous surestimons trop les capacités de ces ambassades, mais je me suis dit que ces grands pays certainement ont des moyens de détection de métaux, d'armement, et de sorte à ce qu'il soit difficile peut-être à quelqu'un de stocker des armes. Et c'est la réaction, ça c'est la réaction, en tout cas l'interrogation que j'ai eue. Par contre, je salue quand même l'initiative du procureur de la République de se retrouver devant la presse pour nous faire le point progressivement de cette situation. En tout cas, les Ivoiriens ont besoin d'en savoir davantage. Il faut que cette procédure aille jusqu'au bout et que la vérité soit sûre pour qu'on sache effectivement qui est coupable dans l'affaire. Parce que de plus en plus, on pense soit un complot contre M. Guillaume Soro. En face, on dit oui, M. Guillaume Soro est dans une posture de déstabilisation du pouvoir. Il faut que jusqu'au bout, on sache effectivement qui a fait quoi et que les Ivoiriens soient bien informés. Et je salue vraiment l'initiative de faire le point progressivement à chaque fois devant la presse et sans langue de bois. Parce que je constate qu'à chaque conférence de presse, le procureur il laisse la parole aux journalistes qui posent pratiquement, il épuise pratiquement toutes les questions des journalistes avant de fermer son micro. Et ça, c'est une sorte de transparence que je salue. Aristide? Oui, pour revenir à ce que Félix disait, vous vous souvenez de la première conférence de presse du procureur. D'ailleurs, il a dit dans sa dernière conférence que lors de la première conférence de presse, quand il avait proposé les bandes sonores, il s'est réjoui après que les partisans, les proches de Soro, disent que ce sont des bandes originales. Ce que je voulais relever, c'est que
il y a deux sources juridiques. Il y a la source romano-germanique, je crois que c'est ça, germanique, qui passe par le juge d'instruction. Et la source anglo-saxonne, c'est accusatoire. C'est-à-dire que chez les anglo-saxons, quand on vous accuse, vous venez au procès, on vous accuse, vous vous défendez. Mais dans la source juridique qui est la nôtre, chez les francophones, vous passez par un juge d'instruction. Et je crois que l'exercice que fait le procureur, c'est aussi un exercice d'éducation. C'est parce que ça éduque les masses, parce que nul n'est censé ignorer la loi, et ça donne une forme de transparence. Comme a dit Félix, nous sommes en pleine instruction. On ne peut pas davantage commenter, mais simplement, on peut se réjouir qu'on soit au fait, qu'on soit au courant, qu'on soit informé, parce qu'on a besoin d'informations. Et comme il a lui-même dit, nul n'est au-dessus de la loi. S'il savait que des gens sont coupables, parce que jusque-là, il y a la présomption d'innocence. Si à l'issue du procès, un procès équitable, pas un procès où les avocats ne viennent pas, il faut aussi que les avocats apprennent à venir au procès. Donc s'il y a un procès équitable, avec la présence des avocats de la défense, que ceux qui sont coupables soient condamnés et que ceux qui ne sont pas coupables soient véritablement relaxés. Antoine Assalé-Tiemoko, quelques jours après cette sortie du procureur de la République, une nouvelle affaire a été annoncée à Paris. Une plainte a été déposée contre Guillaume Soro. Oui, il faut dire qu'il y a une succession d'événements qui s'entrechoquent. Je vais même dire que c'est vrai, le procureur a fait une conférence de presse, mais il faut dire aussi qu'il y a beaucoup de communication de la part du procureur. Et il n'y a pas 2 semaines, le procès, ce qui concerne le bien immobilier, a connu son épilogue, en tout cas devant le tribunal de première instance. À peine une semaine plus tard, comme si on voulait préparer un pare-feu pour éteindre d'abord l'affaire déjà jugée et puis lancer la procédure qui concerne l'atteinte à la sûreté de l'État. Donc il y a beaucoup de communication aussi dans ce que le parquet fait. Alors, pour en revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, sur la plainte qui a été déposée par un ensemble de 6 personnes, dont, d'après ce qu'on a lu de notre confrère Mediapart, qui a fait un papier très documenté, ce serait la fille de Ibrahim Koulibaly, et de 5 autres personnes qui auraient porté plainte devant la justice française contre M. Soro Guillaume pour des faits de torture, de mauvais traitement qui se seraient passés en 2003 et 2011. C'est une affaire qu'il faut suivre de près. C'est vrai que l'avocat de M. Soro Guillaume, M. William Bourbon, a parlé de procédures manipulées par l'État de Côte d'Ivoire, mais il faut attendre que le parquet de Paris, qui a été saisi, se prononce d'abord pour qu'on puisse vraiment commenter cette affaire. Et donc, pour le moment, tant que le parquet de Paris ne s'est pas encore prononcé dessus, on ne sait pas si cette plainte est recevable ou elle n'est pas recevable. Mais est-ce que c'est une opération commanditée par le gouvernement ivoirien? On n'en a pas la preuve, l'avocat, lui, l'a affirmé. Est-ce que c'est le séjour trop prolongé de M. Soro Guillaume à Paris, depuis décembre pratiquement, il est à Paris, qui a fait qu'aujourd'hui, les gens ont pu monter un dossier pour l'attaquer sur le sol français? Ça aussi, on le saura quand le parquet se sera prononcé. Un commentaire sur cette affaire? L'initiative doit avoir été prise par ces victimes, dont la fille de Ibé, qui ont dû saisir certainement un moment très opportun pour dire voici le moment est bien tombé pour que nous aussi on introduise notre dossier et qu'on soit entendu. Je crois bien qu'il faut distinguer cette affaire de ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Comment Fungbe ici? Je voulais simplement dire que les décisions des États sont déterminées par leurs intérêts permanents et que les États ont vocation à se protéger. Et je reviens à ce que disait Félix. Et donner un conseil, c'est un conseil, peut-être que je ne sais pas la science infuse, mais quand vous marchez, il faut savoir que vous laissez des traces. Et donc, quand vous posez des actes, il faut poser des actes très, très mesurés parce que demain, ça peut vous rattraper. Il faut dire que ceux qui ont fait la plainte, comme Félix l'a dit, ont certainement bien calculé le moment. Maître William Boudon parlait de plainte opportuniste. Elle ne peut être qu'opportuniste puisque aujourd'hui, M. Soro Guillaume se retrouve extrêmement fragilisé. Il n'est plus le président du Parlement, donc les questions de couverture diplomatique dont il a bénéficié quand la juge Kéris voulait l'attendre dans l'affaire avec le fils de M. Laurent Gbagbo. Ces canaux-là n'existent plus. M. Soro Guillaume est aujourd'hui simplement député, il se trouve sur le sol français et il a maille à partir avec le régime en place à Abidjan. Ici, il a un mandat d'arrêt qui a été lancé encore il y a une semaine encore contre lui après la condamnation à 20 ans de prison. Donc, d'un point de vue juridique, il est très fragilisé. J'allais dire diplomatique, il est très fragilisé. Donc, ceux qui ont fait la plainte ont calculé le moment, ils ont dit, bon, c'est le moment de lancer la plainte. Et si, comme je l'ai dit, si le parquet de Paris reçoit la plainte et décide qu'il va y avoir des poursuites, ça risque d'être extrêmement difficile pour Soro Guillaume sur le sol français.
Merci à vous, chers confrères, d'être venus commenter l'actualité avec nous ce soir sur NCI. Dans un instant, nous parlerons de football, notamment de la désignation du successeur de Sidi Diallo à la tête de la FIF. Mais avant, je vous propose de marquer une courte pause. Retour sur le plateau de NCI 360 pour parler cette fois-ci de football. Depuis quelques mois, la désignation du successeur de Sidi Augustin Diallo à la tête de la FIF fait couler beaucoup d'encre entre guerre médiatique à fleuret moucheté et punchline. Les 3 candidats à la présidence de l'institution sont-ils au cœur des vrais enjeux de cette élection? Que disent les textes? Quel est le processus électoral qui conduit à la désignation du président de la FIF? Qui sont les votants? Quel est le contenu des programmes des candidats à la candidature? Pourquoi il n'y a pas de fair play finalement dans cette élection quand on sait que c'est ce qui est censé caractériser le sport roi? Des questions que je poserai à nos invités, essentiellement consultants sportifs et journalistes. Choualio Diomandé, il est directeur général du site d'information Abidjan Sport. Il est journaliste. Bonsoir Choualio. Bonsoir. Nous avons également beaucoup de plaisir à recevoir Mahamadou Sangaré, consultant sportif. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Guillaume Aoutou, journaliste également, journaliste sportif à Soir Info. Bonsoir. Et Aristide Nkenda qui est resté avec nous pour commenter cette actualité. Bonsoir à vous, chers invités. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, tout de suite, nous allons suivre ce reportage de la rédaction et commenter juste après. La Fédération ivoirienne de football va renouveler ses instances les semaines ou mois à venir. Si la date de l'élection du président de l'organe suprême du football ivoirien n'est pas encore connue, le sujet, lui, déchaîne déjà les passions sur les réseaux sociaux. Entre soutien et invective, la campagne sur le digital bat son plein. Le président sortant Sidi Diallo n'est pas candidat à sa succession. Sont donc en lice 3 candidats dont 2 anciens du régime, Souri Diabaté et Idriss Diallo. Didier Drogba, le 3e de la liste, un habitué des pelouses de foot, veut faire l'expérience de l'administration. Le 16 mai prochain, l'Assemblée générale devant jeter les bases des élections n'aura plus lieu. Cette AG a été reportée sine die par un comité exécutif le 30 avril dernier. Tout le processus électoral est affecté, une autre conséquence du coronavirus. En attendant, les états-majors sont en ordre de bataille. Alors, chers invités, on vient de suivre ce reportage de la rédaction. Pourquoi, première question, pourquoi cette élection à la tête de la FIF suscite autant de passion? Pourquoi? Est-ce la première fois dans l'histoire de la Côte d'Ivoire? Choualio? Écoutez, oui, je pense que c'est la première fois. C'est vrai qu'en 1999, le duel entre Dieng Ousseynou et Anouma avait passionné les sportifs. Mais là, cette fois, je pense que c'est plus passionnant puisqu'il y a d'abord un phénomène qui est candidat, Didier Drogba. Donc vous voyez déjà que Didier Drogba, à lui seul déjà, il suscite beaucoup d'engouement. Il a ses supporters, il a ses fans, joueur emblématique, capitaine de Côte d'Ivoire. Et puis il y a aussi le phénomène des réseaux sociaux. Qui amplifie c'est eux qui ont lancé même, c'est eux qui ont lancé cette pré-campagne. Et tous les jours, sur les réseaux sociaux, ça va dans tous les sens. Et puis, il y a aussi, il ne faut pas oublier, il faut le dire, il y a le désamour entre le peuple de Côte d'Ivoire et ceux qui dirigent la fédération actuelle. Les derniers résultats de l'équipe nationale ne plaident pas en leur faveur. Donc, il y a un désamour aujourd'hui. D'un désamour, forcément. Oui, mais aujourd'hui, quand tu prends les derniers résultats de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, ces résultats-là. Didier Drogba a participé à des campagnes qui sont mais quand Didier Drogba a participé à des campagnes. Ça veut dire qu'il y avait un désamour entre l'équipe et le peuple. Non, c'était pas le cas. C'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, quand vous avez compé contre l'Éthiopie, quand on s'est fait malmener par le Niger, nous étions un pénalty généreux, on allait perdre ce match au Salifou Boigny. Et quand il y a eu le problème avec Kamara Ibrahim, il y a eu le cas, l'affaire Gervino et autres, forcément, il y a un désamour qui s'est créé entre les supporters de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire et ceux qui dirigent la Fédération ivoirienne de football. Donc moi, je pense qu'il y a Didier Drogba, il y a les réseaux sociaux et puis il y a le désamour. Guillaume Aoutou, vous êtes de cet avis? Non, pas du tout. Je pense qu'aujourd'hui, s'il y a cette effervescence autour de cette élection, c'est la preuve que le football, qui est donc l'opium du peuple, continue d'intéresser
les Ivoiriens. Le football en lui-même est passionnant. C'est passionnant. Ça draine la passion. Et puis c'est vrai. On va dire que Didier Drogba, il traîne dans son sillage ses supporters ou autres. Mais c'est tout comme. Et quand Choileux dit il y a un désamour et les derniers résultats, de quels résultats veut-il parler? Je pense qu'il faut faire la part. Il indique que des nations qui, initialement, ne pouvaient pas remporter des matchs face à la Côte d'Ivoire le font. Mais justement, il faut que les gens regardent le foot autrement. Les gens travaillent, les sélections travaillent. Sinon, Madagascar n'allait pas jouer les quarts de finale de la CAN, éliminer au passage la RD Congo. C'est de ça qu'il s'agit. Tant que nous allons rester dans notre bulle pour dire ah là, c'est la Côte d'Ivoire, c'est ci, c'est ça. Non, il faut comprendre que ceux aussi qui sont en face travaillent. Et c'est ça, c'est le foot. L'Éthiopie, on sait ce que l'Éthiopie a été par le passé. En termes de football, l'Éthiopie faisait partie des premières équipes qui ont participé à la CAN, à la création même de la CAN. Vous comprenez? Donc, il ne faut pas dire ça comme ça. Parce que si on veut parler des résultats, je ne suis pas sûr, en tout cas de mémoire, qu'un comité directeur ou un comité exécutif de la Fédération ivoirienne de football ait remporté plus de trophées que le comité exécutif actuel. Très bien. On reviendra aux résultats tout à l'heure. Monsieur Mahamadou Sangaré, quel est votre point de vue? Pourquoi il y a tant d'engouement, tant d'intérêt finalement autour de cette élection à la tête de la FIFA? Et je crois qu'il faut revenir aux nouvelles directives de la FIFA qui, dans un premier temps, en 2007, a mis une task force en place qui a travaillé sur les tests. Et je crois qu'au sorti, ils ont validé. Ça a été signé par Blatter et Jérôme Valk, le document en 2007. C'est rentré en application en 2011 par rapport aux élections que nous avons pu faire ici à Abidjan. Donc, il ne s'agissait plus d'élire un individu, mais plutôt une liste de personnes. Donc, 17 personnes, plus le président, fait 18. Et à l'intérieur, chaque entité a ses critères. Donc le président, celui qui postule au poste de président, a ses critères. Celui qui postule pour être membre du comité exécutif a aussi le vote. Donc à partir de là, on est rentré dans un engouement assez intéressant, assez important, une effervescence autour des élections au niveau de la fédération. Donc beaucoup de partis ont été impliqués forcément dans ce jeu. Et en même temps, comme je l'ai dit en off tout à l'heure, il y a eu l'une des révélations déjà en 1999 avec, Choileux le disait si bien, avec M. Anouma et M. Dieng, Feu Dieng Ousseno. Donc ça a été une des élections qui a pris une teneur nationale. Parce que le candidat Anouma a eu le temps de faire le tour de toute la Côte d'Ivoire où il y avait des ligues ou des équipes de football, même quand bien même certaines circonscriptions n'avaient pas de votants, on y allait pour pouvoir les toucher. Donc ça a pris à partir de là un envol national. Et aujourd'hui, avec ces nouvelles directives, bon, ça a donné un autre contenu. Et là, aujourd'hui, on a, comme le dit Choileux, un phénomène qui arrive, qui se présente, tout le monde le connaît, Didier Drogba. C'est vrai qu'on dirait les réseaux sociaux, d'accord, les réseaux sociaux. On peut faire beaucoup d'activités ici en Côte d'Ivoire et puis ne pas les sentir sur les réseaux sociaux. Mais aujourd'hui, on a la chance d'avoir ce bouillonnement au niveau des réseaux sociaux parce qu'il y a quelqu'un d'exceptionnel qui est candidat. C'est quoi? C'est la première fois qu'un footballeur de ce niveau se présente à la candidature à la présidence de la FIFA? Tout simplement Laura, non. C'est la première fois? Bon, la première fois parce qu'à ma connaissance, il y a Ezan Emmanuel qui a assuré une intérim, qui est un ancien joueur en 90, il a assuré une intérim. Voilà. Sinon après, il y a d'autres cas qu'on peut regarder comme... là, on va partir beaucoup plus loin. On va partir beaucoup plus loin. Donc ce n'est pas dans l'histoire moderne du football, dans l'histoire récente? Non, pas du tout. D'accord. Voilà. Aristide? Oui, ce que je constate, Choileux l'a bien résumé, c'est la présence de Didier qui suscite donc cet engouement. Et la récupération aussi par les réseaux sociaux. Et ce qu'on constate sur les réseaux sociaux, c'est que les gens se font une guerre de supporters. C'est-à-dire, lorsque une des personnalités influentes du monde du football en Côte d'Ivoire prend une position pour supporter tel candidat, ce sont les supporters d'un autre candidat qui lui répondent et qui peut-être lui imposer leur rythme.
attention, ce qui se passe sur les réseaux sociaux, c'est qu'il y a des gens qui vivent des réseaux sociaux et qui cherchent le buzz et qui cherchent des likes. Et quand il y a une situation comme celle-ci, sont eux qui enveniment la situation. Parce que, je vous prends un exemple. Quand Sérédier a fait son post sur les réseaux sociaux pour appeler les uns et les autres au calme, et elle a retenu et à ne pas envenimer la situation pour ne pas créer plus de polémiques, il y a des gens qui n'ont même pas suivi le post de Sérédier et qui sont venus lui répondre en le traitant de tous les noms. Il est même revenu à la charge pour redire, pour repréciser sa pensée. C'est pour dire quoi? C'est pour dire la présence de Didier Drogba seul sur cette élection a donc décuplé, a donc démultiplié donc l'engouement. Ce que j'espère qu'au finish, et comme c'est le sport et que c'est le fair play, tu le disais en off, que tu ne comprends pas pourquoi est-ce que... On va l'aborder. D'accord. Donc, j'espère qu'à la fin, il y aura un consensus, justement parce que ce qui est important, c'est de préserver un climat apaisant autour du football pour avoir d'autres Didier Drogba, d'autres Kalou, d'autres Gervinho, d'autres... Très bien. Alors, est-ce qu'on est bien d'accord? Non, tout à l'heure, je vous donne la parole, Cholio. Est-ce qu'on est bien d'accord que l'objectif final pour chacun des candidats doit être de relever le niveau de notre football? Si tant il est qu'on a cet objectif-là avec soi, pourquoi vous expliquez finalement qu'on n'arrive pas à se parler pour s'écouter? Ça va dans tous les sens, il y a des invectives, il y a des insanités. Pourquoi cette élection suscite tant d'animosité? Non, je pense que ces invectives, ces querelles, non, c'est sur les réseaux sociaux. Je pense que les trois candidats sont de... On a une certaine hauteur. Ils sont à une certaine hauteur. Ils se respectent. Je pense que je ne suis pas sûr qu'il y a un mot qui va être sorti de travers par l'un des trois candidats. Pourquoi ils ne demandent pas finalement à leurs partisans de mettre balle à terre? Non, comme quelqu'un l'a dit, comme Aristide l'a dit, il y a des gens qui ne vivent que de ça, les réseaux sociaux. Même quand on leur dit non, c'est bon, arrêtez. À la preuve, quand Sérédier sort et qu'il dit non, écoutez les gars, il faut se calmer, c'est une élection, machin. Il y en a qui vont le traiter de tous les noms d'oiseaux. Pourquoi? Parce que, voilà, eux, c'est ça qui les arrange. Mais, comme on connaît les électeurs et on connaît les candidats, certainement, comme je l'ai dit, ils ne vont jamais s'invectiver, dire des choses malveillantes. Ce sont de grandes personnes. Pas descendre dans la boue? Non, pas du tout. Bien. Pas du tout. En tout cas, ça va rester au stade des réseaux sociaux et des supporters. Voilà. Cholio, ça fait quelques secondes que vous bouillonnez. Oui, allez-y. Oui, enfin, vous voulez réagir, je veux dire. Oui, non, c'était pour un peu une précision. Tout à l'heure, laquelle? Guillaume disait qu'aujourd'hui, il n'y a plus de petites nations et que l'Éthiopie et Madagascar travaillent. Précision. Donc, ça veut dire que nous, on ne travaille pas. Parce que nous, quand je prends un exemple, en juillet 2011, la Côte d'Ivoire était 15e au classement FIFA devant la France et la Russie, première nation africaine. Aujourd'hui, en mai 2020, nous sommes 12e nation africaine. Et pour vous, la seule explication, justement, il y a un désamour, il y a un recul. Et tout à l'heure, j'arrive. Quand on est 11e, bien 12e mondial, alors moi, je veux qu'on s'entende. Laisse-moi terminer. Je vous donne la parole tout de suite. On laisse Cholio terminer. Je vous donne la parole. Donc c'est pour dire qu'il faut, parce que là, c'est de ça qu'il s'agit. Ça, c'est des chiffres qui sont éloquents. Je parle de juillet 2011, première nation africaine, 15e mondial devant la France et la Russie. En mai 2020... Est-ce que ce n'est pas dû aux individualités, finalement, qu'on avait dans nos équipes? Mais justement, mais attends, c'est vrai que quand vous gérez une fédération, quand vous gérez un football, vous devez penser, vous devez vous projeter sur le futur. Cette génération-là, elle n'est pas éternelle. Il fallait pouvoir préparer une bonne relève. Et pour vous, cette anticipation n'a pas été faite? Oui, et maintenant, quand il dit que je ne veux pas faire de comparaison, mais il faut aussi reconnaître quand même que Diengou Seynou, sous son règne, la Côte d'Ivoire a quasiment tout gagné au niveau des clubs. En 1992, l'Afrique gagne la C2, la Coupe de l'Afrique des vainqueurs de Coupe. En 1993, le CELA gagne la première édition de la Coupe CAF. En 1998, la CEC gagne la Ligue des Champions. En 1993, l'Afrique gagne la Super Coupe. En 1999, l'Afrique gagne la Coupe de l'Afrique des vainqueurs de Coupe. Où vous voulez en venir? Non, c'est pour vous dire que, tout à l'heure, il a dit que cette fédération-là, sur le plan sportif, est la meilleure. J'ai dit non.
il faut faire attention parce que Dieng Ousseynou a aussi gagné la CAN en 92. Donc, il gagne la CAN et tous les clubs ivoiriens ont gagné tous les trophées mis en jeu par la Confédération africaine de football. Alors que depuis 1999, aucun club ivoirien n'a réussi à gagner un trophée continental. C'est ça la précision. Guillaume, comment vous réagissez rapidement avant qu'on donne la parole à M. Sangaré? Déjà, il faut que Charlie retienne une chose. Être première nation mondiale ou première nation africaine, ça ne donne pas de trophée. Quand je regarde, avant 2011, il dit en 2011, on était première nation, on était 12e nation mondiale et tout ça. On a eu combien de trophées? Déjà, il y a ça. Mais quand il me parle des résultats, la Côte d'Ivoire a gagné la CAN 2015 des seniors. La Côte d'Ivoire a gagné la CAN 2013 des cadets. Jamais dans l'histoire du football ivoirien, on a gagné la CAN des cadets au niveau des jeunes. En 2019, la Côte d'Ivoire revient de l'Égypte avec la médaille d'argent des U23, la CAN des U23, qualifiée pour les Jeux Olympiques. En 2014, la Côte d'Ivoire revient de la CAN des dames avec la médaille de bronze. En 2016, la Côte d'Ivoire est revenue du CHAN avec la médaille de bronze. Ça, c'est les résultats. En 2014, le COE Sport de San Pedro n'eût été les palabres à un point fini. Le COE serait champion d'Afrique en Coupe de la Confédération. De quelle palabre vous parlez? Oui, parce qu'au moment où le championnat devait être lancé, il y a des clubs qui ont estimé qu'il n'était pas urgent de jouer le championnat, de commencer le championnat. Et du coup, le nombre de matchs qu'ils devaient avoir dans les jambes avant d'aller attaquer une équipe comme le National Al-Ali, ils l'ont pas eu. Et finalement, ça s'est ressenti. Comment ils perdent la finale? Comment ils perdent le trophée? Dans les dernières secondes, alors que tout était fini. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne faut pas qu'on nous ramène aux histoires de résultats. Sinon, quand je vous cite ça, c'est vrai, au niveau des clubs, on n'a rien gagné, mais au niveau des sélections nationales, on a pratiquement tout gagné. Très bien. Mamadou Sangaré, comment vous réagissez? Bon, je dirais tout simplement que ma présence ici répond à des critères très spécifiques. Savoir qu'on a un football aujourd'hui pratiquement dans le coma. D'où la nécessité d'avoir des programmes d'action de part et d'autre pour pouvoir agir sur le malade. Quels sont les éléments factuels qui fondent votre analyse selon laquelle le football est dans le coma? Dites-nous. Les éléments factuels sont clairs. Stialo en a cité. Mais je dirais tout simplement, comme il le dit, on est aujourd'hui 12e africain, 61e mondial. Donc pour vous, ce classement occupe une place de choix. C'est important parce que lui, il le dit, ça ne donne pas un trophée, mais c'est des choses qui sont importantes. C'est des indicateurs. C'est des indicateurs, non seulement des indicateurs. Quand on a des tirages au sort à effectuer par rapport à la Coupe du Monde, par rapport aux différents chapeaux, la Coupe d'Afrique, il y a des positionnements qui sont dus à ça. Si vous devez rencontrer des équipes plus fortes ou moins fortes, moyennes, ça tient compte de certains critères. Donc, rien n'est inutile dans le fonctionnement footballistique. Donc, ça veut dire que nous avons reculé. Et aujourd'hui, nos clubs, quand vous prenez nos clubs, on n'a même pas le temps aujourd'hui de jouer les éliminatoires. Parce qu'aujourd'hui, nous jouons que les préliminaires. Et nous sommes éliminés en préliminaire. Il faut gagner en préliminaire pour aller en éliminatoire. Bon, donc, vous voyez déjà le décalage. Ça veut dire qu'on a des difficultés. Il faut aussi que ça, on le reconnaisse. Si on le reconnaît, alors ensemble, on apporte des soins, on apporte des idées, on innove et on trouve des solutions ensemble. Mais il ne faut pas qu'on veuille dire que tout est bon. Non, il y a des indicateurs qui sont clairs, comme je viens de le dire. Donc, sur cette base-là, il y a des programmes, des différents candidats à la candidature. Bon, il faut regarder et voir ce qui est possible. En tout cas, le candidat Didier Drogba propose de très très bonnes solutions. Comme nous allons en parler tout à l'heure, je pense que je suis là pour ça, pas vraiment pour épiloguer sur... Très bien. Alors, la question que je vais vous poser, avant de regarder dans le fond, dans la profondeur, les programmes, ce que proposent tous les candidats, j'ai envie de vous demander comment on devient président de la FIF? Quelles sont les étapes, les grandes étapes? Alors, Guillaume, il faut déjà être âgé au moins de 35 ans et pas plus de 70 ans. Très bien. Voilà. Donc, les 3 candidats à la candidature respectent déjà cette condition. Voilà. Et puis, il faut avoir
le parrainage de 8 électeurs. Voilà. D'accord. 3 de Ligue 1, 3 de Ligue 1, 2 de Ligue 2, 2 de 2-3 et un groupement d'intérêt. Déjà. Très bien. Alors, précision, ce n'est pas un vote populaire. Non, non. C'est un vote qui est soumis à l'adhésion de 81 clubs et groupes associés. Oui, il faut qu'on revienne Groupe d'intérêt plutôt. aux critères. Là. Oui, allez-y. Il y a des choses importantes dans le critère. Je vous ai dit tantôt, il y a postulé pour être président de la FIF et postulé pour être membre du comité exécutif. C'est différent. Très bien. Voilà. La différence se situe au fait que celui qui postule pour être président, il a l'obligation de proposer la liste des 17 membres sur son dossier de candidature. Et la liste des 17 membres doit être accompagnée d'un chèque de 5 millions de francs. Ce qui n'est pas... Y a-t-il des critères particuliers qui fondent la désignation des 17 membres? Ou c'est des membres quelconques, on peut mettre le nom de tout le monde? Non, on peut vous coopter sur une liste. Très bien. Si on estime que vous pouvez accompagner le développement du football à un poste bien précis, par exemple... Donc soyons bien clairs, ce n'est pas forcément quelqu'un qui est dans le milieu du football. Non, pas forcément. Pas forcément. Maintenant, voilà, une précision aussi importante, oui. C'est que il faut le retenir. Au niveau des candidats, les parrainages, pour que la candidature d'un candidat soit valide, il faut que ce candidat-là obtienne forcément ce parrainage-là. Vous avez dit 8 parrainages. 8 parrainages. D'accord. 3 clubs en Ligue 1, tout à l'heure il l'a souligné, 2 en Ligue 2, 2 en D3 et un groupement d'intérêt. Si tu n'as pas, le candidat qui n'a pas un groupement d'intérêt, sa candidature n'est pas valable. D'accord. Donc, alors qu'il y a même si on a 10 clubs de Ligue 1, 5 de Ligue 2, voilà, on n'a pas un groupement d'intérêt, voilà, c'est une candidature. Alors qu'il y a 5 groupements d'intérêt. Si un candidat récupère 2 ou 3 groupements d'intérêt, le candidat, je prends le cas, on reste dans ce cas-là, il y a 3 candidats. Si un candidat qui a 3 groupements d'intérêt, comme 3 groupements d'intérêt, un autre qui a 2, je pense que le troisième ne peut pas être candidat. Le dossier ne peut pas être accepté. D'accord. Donc, il y a un élément c'est un élément fondamental, très important, qu'il faut... Donc, au-delà de toute la fièvre qu'il y a sur les réseaux sociaux, il y a de vrais enjeux. Absolument. Est-ce que, selon vos analyses, tous les candidats aujourd'hui ont ces groupements d'intérêt, ces clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 avec eux, Sangaré? Oui, forcément, il y a un éparpillement des voix au niveau des membres actifs. Vous avez des clubs qui sont avec M. Sori, des clubs avec M. Idriss et des clubs qui sont avec M. Drogba. Voilà. Donc, au niveau aussi des groupements d'intérêt, comme il a dit, il y a 5. Ces 5-là, il faut en avoir un. Et c'est clair que tout le monde se bat pour qu'au moment venu, on puisse présenter tous ces éléments-là, c'est-à-dire les 8 membres actifs, plus la liste du comité exécutif, du futur comité exécutif. Donc je veux vous l'entendre dire, tout le bruit qui se fait finalement dans la sphère, dans la blogosphère sportive et tout le reste n'a aucune incidence sur le vote. Non, ça peut avoir une incidence. Oui, maintenant, je comprends mieux. Je comprends mieux avec ces explications. Ça peut avoir une incidence, surtout dans les groupements d'intérêt. Comment? Et parmi les groupements d'intérêt, il y a celui des anciens sportifs, je crois. Les anciens footballeurs, les footballeurs en activité, les arbitres, les médecins, les arbitres, et quand vous voyez la tendance, les entraîneurs. Et quand vous voyez la tendance sur les réseaux sociaux, et on sent qu'il y a une campagne qui est faite justement pour rejoindre ce que Choileau dit, de sorte que des groupements d'intérêt aillent vers 2 ou 3, 2 maximum, de sorte qu'il y ait des candidats qui, parce qu'on veut régler des comptes, je dis ça entre guillemets, qui ne puissent pas avoir un groupement d'intérêt. À partir de ce moment, ils ne pourront pas être candidats. D'accord. Une fois qu'un candidat a rempli tous ces critères, c'est quoi la suite? À quel moment le comité, le collège électoral se met en place? Oui, c'était prévu pour le 16 mai. Oui. 16 mai. Et ça a été reporté. Ça a été reporté. C'est une assemblée générale qui était prévue. Du 16 mai qui devait mettre en place les organes du électif électoral, c'est-à-dire la commission électorale indépendante, qui allait maintenant fixer la date de l'assemblée générale élective. Est-ce que les textes prévoient une périodicité? 30 jours. Oui, 30 jours avant le scrutin
les candidats à la candidature doivent déposer leur Donc, si l'Assemblée générale s'était tenue le 16 mai, 30 jours après, on devrait organiser les élections. L'Assemblée générale du 16 mai devait nous donner désigner la date, donner le nom, déjà le nom de celui qui va piloter donc la commission électorale indépendante, qui va mettre en place l'équipe qui va conduire le processus. Et puis, quand il va arrêter la date maintenant, parce que c'est eux qui vont réceptionner maintenant les dossiers pour les éplucher et voir qui répond aux critères susmentionnés pour faire acte de candidature. Est-ce que le programme des candidats, finalement, a un impact sur le délibéré des membres de la commission électorale? Non. Non. Eux, qu'est-ce qu'ils déterminent Qu'est-ce qu'ils regardent? Ils regardent juste les critères élémentaires. Si vous n'avez pas été condamné les 5 années qui précèdent l'élection, si vous êtes dans les normes par rapport à vos droits civiques et autres, voilà, c'est tout ce qu'ils regardent. Si vous répondez aussi aux critères qui sont énumérés par rapport à la liste. Et je voulais ajouter quelque chose, Ali, sous le contrôle des journalistes sportifs. Il y a les suffrages exprimés en dehors du vote. Je crois que pour ceux qui sont les présidents de Ligue 1 qui votent, ils ont un suffrage qui est plus élevé que les autres présidents, je crois. Les clubs de Ligue 1 ont 3 voix, 3 voix par club. Ligue 2, 2 voix. D3, 1 voix. Et puis, groupement d'intérêt, 1 voix. Ça fait, on va dire, 133 voix en tout. Voilà. Suffrage exprimé pour 81 votants ou quelque chose comme ça. Et puis, le groupement d'intérêt. Ouais. Bon, tout ce qu'on a entendu sur les réseaux sociaux, cette bataille, le nom des anciens joueurs, etc., etc. Mais le groupement des anciens joueurs, ils ont une seule voix. Une seule voix, comme tous les autres groupements d'intérêt. Et c'est le président du groupement, s'il est là, qui porte la voix du groupement. Je prends un exemple. Donc pour le groupement, c'est 5 voix, pas plus. Non, c'est 5 voix. C'est 5 voix, c'est cela. Voilà. 1 voix par groupement, quel que soit le nombre de membres d'un groupement. Mais ils ont un rôle très important, Ali, comme a expliqué tout à l'heure Choualio, dans la composition, dans la présentation de la candidature. Si vous n'avez pas le parrainage d'un groupement d'intérêt, vous n'êtes pas candidat. C'est là où ils sont importants. Et c'est en cela que l'enjeu sur les réseaux sociaux aussi a un intérêt. Alors, ce qui devrait déterminer le choix des uns et des autres dans cette élection, c'est évidemment ce que les uns et les autres proposent pour l'éveil, pour le renouveau, pour l'émergence d'un football ivoirien qui donne envie à tout le monde. Est-ce que vous avez lu les programmes des uns et des autres? Est-ce que vous avez une idée de ce que chacun des candidats propose comme valeur ajoutée? M. Sangaré? Je dirais que mon candidat, qui se trouve être Didier Drogba, a un programme assez fourni, qui est bien rempli à tous les niveaux, et que des propositions qui sont faites par rapport à la prise en compte des présidents du club, qui sont les premiers acteurs de cette affaire, qui ont pas mal de difficultés dans la gestion au quotidien de leur club, donc qui seront rehaussés avec tout ce que vous avez pu voir. C'est vrai qu'on va parler des finances. Quand il parle de doubler les primes, les subventions de 75 à pratiquement 150, ça donne beaucoup de mou à un président du club qui a des difficultés à vraiment suivre toute la semaine ses athlètes, à les accompagner, à faire des mises au vert, à louer des cars. Et justement, même ce problème des cars, on le résout aussi quelque part dans le programme. Il y a des cars qui sont offerts aux 76 clubs, c'est-à-dire de Ligue 1, Ligue 2 et de 3e division. Ça fait 76, puisqu'il y a 5 groupes d'intérêt. Donc, tout ça, c'est fait de telle sorte que les difficultés inhérentes au fonctionnement des clubs soient atténuées. Et quand ça s'est atténué, on peut penser compétition. Parce que la compétition, elle se fait dans un environnement sain, avec des athlètes reposés. Tous les entraîneurs du monde vous le diront, on ne peut pas augmenter la performance d'un joueur sur fond de fatigue. Ce n'est pas possible. Donc le joueur a besoin d'être dans un environnement apaisé, tranquille, bien nourri, qui travaille au quotidien, qui se repose aussi. Donc il faut donner des moyens, il faut des moyens. Donc c'est ces difficultés au quotidien-là que le candidat Didier
Drogba veut apporter de l'eau à leur moulin, leur permettre de souffler. Donc c'est cette main-là qui leur tend. À côté, on a aussi les médecins. Parce qu'on a tantôt vu des compétitions de CAN ou même des compétitions sur le plan local où les médecins, il y a souvent des difficultés à diagnostiquer rapidement un certain nombre de maux. Parce que vous savez que la base de tout ce qui est athlétique, c'est les fibres musculaires. Donc sur cette base-là, il y a une compétence avérée à maîtriser entre claquage, élongation et cassure. Donc c'est normal que Didier, le candidat Didier, veuille donner beaucoup d'opportunités à ces médecins-là pour se perfectionner, pour avoir des outils, des dernières pointes, pour pouvoir vraiment décider très rapidement sur ce genre de cas, en cas de blessures et autres, et en même temps permettre aux athlètes d'être pris en charge par les assurances. Avoir des assurances et qu'il n'y a même pas de quiproquo là-dessus. En cas de petits bobos, tout soit pris en compte avec les partenariats avec certains grands hospices de la place. Après, nous avons rapidement les entraîneurs. Aux entraîneurs, il faut leur attribuer un statut. Il faut leur permettre. Ils n'ont pas de statut en ce moment. Non, ils n'ont pas de statut. Ils n'ont pas de statut. Caillé le disait, puisque j'en avais assuré moi-même la présidence cette présidence-là pendant 8 ans. 8 années. La présidence d'entraîneurs. Des entraîneurs. J'avais assuré pendant 8 années. C'est Caillé qui m'a succédé, qu'ils ont déposé un dossier en 2016. Jusque-là, ils n'ont pas eu de retour là-dessus. Mais vous, en tant que président, vous n'avez pas essayé de lutter pour leur attribuer un statut? On a essayé, on a eu beaucoup de difficultés d'ailleurs. Très bien. Vous voyez, on a essayé, on a eu beaucoup de difficultés parce que ça prend en compte un certain nombre de choses qu'aujourd'hui, les tabous tombent. Les tabous tombent, donc ça peut avancer. Parce que celui qui est à la FIF ne souhaite pas avoir certainement les dirigeants sur le dos, ne souhaite pas avoir un certain nombre de présidents de clubs sur le dos. Parce qu'il y a des exigences à mettre en place, d'où la nécessité du cahier des charges. Le cahier des charges va définir un certain nombre de rôles, un certain nombre de devoirs par rapport au président du club à l'égard de l'institution et des joueurs. Donc, il y a tout un tas de trucs, artifices juridiques qu'il faut mettre en place pour permettre aux gens de s'épanouir dans un environnement sain. Donc, Drogba, le candidat Drogba arrive, tout ça, il veut revaloriser. Les anciens, on a parlé tout à l'heure même des anciens. Les anciens, il y a une cellule qui sera mise en place pour essayer d'aider les anciens à soit faire de la formation, ceux qui pourront être recasés dans des corps de métiers le seront, ceux qui ne pourront pas seront accompagnés sur le plan social dans d'autres activités extérieures. En tout cas, il ne laissera personne au bord de la route. Donc c'est un programme alléchant qui permet à la personne de Dédé de faire du candidat Didier, de faire de cette FIF-là la maison des Verts qui répond aux exigences des clubs, des joueurs et de tous les acteurs. Les arbitres, par exemple. On y reviendra. D'accord. Vous avez parlé pendant près de 5 minutes, on y reviendra. Cholio? Oui. Moi, je pense que j'ai jeté un peu coup d'œil sur le programme. Allez-y. Quand je prends le programme de Didier Drogba, il y a un aspect qui m'a impressionné. C'est lequel? C'est-à-dire qu'il parle de régionalisation du football. C'est-à-dire, je donne un exemple. Issia, Ouazi, doit pouvoir jouer à Issia. Bassam doit retourner jouer à Bassam. Est-ce que dans ce cas, il faut inclure les infrastructures? Oui, non, justement, j'arrive. Et là, pour accueillir ces clubs-là, si ces clubs-là doivent retourner à leur base, il faut des infrastructures. Et dans ce programme-là, on parle de stade évolutif. Ceux qui ont eu la chance de voyager, qui sont allés au Brésil, qui sont allés en Égypte, on a vu tous ces stades évolutifs. C'est des stades de 3 000, 5 000, 10 000 places. Donc, ça dit une équipe comme l'Agit à Bangourou, qui va jouer à Bangourou dans un stade. Parce qu'il y a un candidat qui parle de mettre des pelouses synthétiques. Mais lui, il va au-delà de ça. Il dit que c'est des stades évolutifs. C'est-à-dire qu'à Bangourou, à un stade évolutif de 3, 5 000 ou 10 000 places, à Bangourou gère ce stade-là.
C'est-à-dire que les recettes de ce stade appartiennent à la suite à Bangourou. Si un jour, de Bordeaux, où José veut faire un concert à Bangourou, sur ce stade-là, ces artistes vont s'adresser aux dirigeants de la suite à Bangourou. Donc vous voyez, au-delà même des matchs, il y a encore d'autres sources de revenus. Et ça, moi, ça m'a impressionné. Parce que c'est vraiment révolutionnaire, puisque j'ai eu l'occasion, on a voyagé beaucoup, on est allé au Brésil, on a vu ce stade-là, Vous allez au Caire, dans tout le recoin du Caire, il y a ce stade évolutif avec des pelouses nickel, avec de l'électricité, avec des vestiaires propres. Donc moi, je pense que ça va permettre aux clubs-là de retourner dans leur région. Parce qu'aujourd'hui, il faut le dire, on assiste à un championnat d'Abidjan. Ça, c'est un championnat le championnat de Côte d'Ivoire, c'est un championnat d'Abidjan. Tout le monde joue à Abidjan. Mais quand ces équipes-là vont jouer sur les bases, Issia joue à Issia, l'Asie joue à Bangourou, vous imaginez un peu un match Africa-Asie à Bangourou ou ASEC-Asie. Moi, à l'époque, il y avait des matchs ASEC-Bassam, Africa-Bassam à Bassam. Il y avait du monde, ça drainait du monde. Il y a 2 ans de cela, je suis allé à Bondoukou. J'ai couvert les 2 derniers sacs de la Standard. Je vous dis, j'ai eu la chair de poule. Pourquoi? Parce que, à la fin du match, lorsque l'équipe de Tanda a quitté le stade à l'intimité de Bondoukou, toute la population de Bondoukou est sortie pour saluer l'équipe de Tanda. Jusqu'à Tanda, tard dans la nuit, la population de Tanda est sortie pour saluer l'équipe. Vous voyez là, c'est ça. Il faut que le football retourne dans les régions. Ça, c'est très important. À l'époque, lui, il peut le dire, à Daloa, il y avait le Réveil. À Gagnoua, il y avait la grande équipe du Sporting. À Mans, il y avait une grande équipe. À Bassam, il y avait une grande équipe avec le Niang Seydou et autres. Moi, je pense que là, quand j'ai lu le programme de Didier Drogba, je me suis dit, tiens, il a touché l'un des points importants. On dit qu'il n'a pas d'expérience. Mais là, il vient de démontrer que sans expérience, il a déjà vu le problème. Maintenant, quand j'ai lu encore le programme du candidat Idriss Diallo, parce que vous avez assisté à la crise au palabre entre les clubs. Le fond du problème, c'était quoi? C'était la gouvernance. C'était la gestion du football ivoirien, l'argent du football ivoirien qui était mal distribué. Et dans ce programme-là, eux, ils parlent d'un conseil de surveillance. C'est-à-dire que ce conseil de surveillance aura un regard sur les finances de la Fédération ivoirienne de football. Parce qu'on oublie une chose, la Fédération ivoirienne de football, c'est une association. Ce n'est pas la propriété d'un individu. Il y a des membres actifs. Parce que même il y a des journalistes, des consultants, des présidents de clubs qui pensent que l'argent de la fédération appartient à X ou Y, alors que c'est l'argent d'une association. Ce n'est pas l'argent de quelqu'un. Donc là, ce conseil de surveillance, pour moi, est extrêmement... Il serait formé de qui, ce conseil de surveillance? Des sponsors, de certaines grandes personnalités, des gens qui n'ont rien à voir souvent. Une sorte de commissariat au compte? Des sponsors, des banquiers, des gens qui sont vraiment aguerris dans la gestion des finances. Et là, c'est extrêmement important. Et deuxièmement, dans ce programme, je lis qu'il y a la mise en place d'une sorte de direction, de contrôle de gestion. Parce que ça, c'est en France, il y a la DNCG. C'est-à-dire un club, lorsque vous ne remplissez pas le cahier des charges, la DNCG vous impose de remplir ce cahier des charges. Si vous ne pouvez pas, vous êtes rétrogradé en division inférieure. Et là, je pense que c'est un aspect extrêmement important. Et aussi, dans ce programme-là, j'ai lu qu'il faut une DTN forte. Franchement, depuis près de 10 ans en Côte d'Ivoire, la DTN ivoirienne est une DTN, excusez-moi le terme, marmaille. D'abord, c'est un DTN intérimaire, parce que le football... Il ne faut pas juste employer les mots pour les employer, il faut nous dire pourquoi vous... Non, je vous dis pourquoi. Vous savez, aujourd'hui, je vois, on envoie des anciens footballeurs là, à la DTN. Mais c'est de la comédie, ça. Là, une direction technique nationale, c'est elle qui définit la philosophie, les stratégies du football. C'est elle qui trace l'avenir du football. C'est le sanctuaire du football. Mais les anciens footballeurs, ils l'ont pratiqué. Non, écoutez-moi. Une DTN est composée de hauts cadres. De hauts cadres, des gens qui
pas forcément des footballeurs qui ont joué au football. Non, c'est eux, ils sont dans la réflexion. Ils sont dans la réflexion. Est-ce que vous êtes en train de dire qu'un ancien footballeur ne peut pas être dans la réflexion? Non, écoutez-moi. Ces cas dont je parle, écoutez-moi, excusez-moi. Non, je vous écoute. Moi, je veux juste comprendre. Les gens qui ne savent même pas écrire leur nom, qui se sont retrouvés à la DTN. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ça qui est mauvais. C'est une accusation grave. Non, ce n'est pas grave. Il y a des gens qui ne savent pas écrire leur nom qui sont à la DTN. Parce que la DTN, ici, est devenue un centre social pour régler des problèmes sociaux de certaines personnes. Et ça, c'est mauvais. Et ça, moi, je suis très inquiet quand je vois ça. Donc, aujourd'hui, la DTN, au-delà de ce que je viens de dire, permet à la formation des formateurs, organise la compétition de jeunes. Mais en Côte d'Ivoire, depuis près de 8 ans, 10 ans, on nous propose quoi? La compétition de jeunes qui se jouent sur 1 mois, 2 mois, des compétitions qui ne vont même pas au bout. Le football féminin, c'est quasiment 5 à 6 journées. Alors que la FIFA donne de l'argent, envoie de l'argent pour développer le football féminin. La FIFA envoie de l'argent pour développer le football des jeunes. Aujourd'hui, il y a des candidats qui veulent revoir tout ça, avoir une DTN forte. Parce qu'aujourd'hui, on parle de développement du football. Mais si la DTN n'est pas forte, croyez-moi, on ne pourra pas s'en sortir. Parce que la DTN, c'est le creuset du football. Très bien. Guillaume? Bon, je vais laisser, je vais dire, l'usage de ces mots à Choalio Diomandé. Traiter des responsables de marmaille, je pense que il faut peut-être être soi-même marmailleur. Non, mais enfin, c'est un confrère. C'est une DTN marmaille. Oui, mais parce que ceux qui sont là-bas sont des marmailles. C'est ça. Mais on va polémiquer sur le constat est là. Tu ne peux pas nous dire autre chose. Le constat est là. Tous ceux qui observent le football ivoirien savent que la DTN ne fonctionne pas. Monsieur Choalio Diomandé, j'ai pensé qu'il était ici en tant que journaliste, mais je suis en tant que journaliste. Pour parler des programmes des candidats. Quand il parle d'un autre candidat, il dit qu'il y a un autre candidat qui dit il n'a pas dit son nom. C'est dommage. Moi, j'ai pris connaissance avec le programme de Didier. Oui, Didier, parce qu'il a joué au football, il connaît ce qu'il peut faire évoluer. Il connaît l'environnement. Il connaît l'environnement, il sait ce qu'il peut faire évoluer le football. J'ai vu le programme de M. Sori Diabaté également. Et Sori Diabaté, il cumule 18 années de présence à la fédération. Il sait aussi ce qui est bon pour faire évoluer le football. Et on nous a dit aussi que Sori Diabaté a joué au football. Il a joué au football. Il a pris une licence à la SEC Mimouza et il a joué 3 saisons à l'AUC. Ça, on ne peut pas lui dénier ça. Et dans son programme... Je me suis renseigné, il n'a pas de licence à la SEC Mimouza. Les dirigeants de la SEC sont là, vous pouvez témoigner. C'est vrai qu'il devait jouer à la SEC, mais il n'a pas pu jouer à la SEC. Voilà. Donc c'est la précision, il n'a pas de licence. Je dis, il a pris une licence, mais il n'a pas joué de match. Ça aussi, il faut que... Voilà. Mais non, il n'a pas de licence. Il n'a pas de trace. Il a pris une licence. Monsieur Roger Wogné est là. Il est encore vivant. Vous n'avez pas le monopole de la parole, s'il vous plaît. Quand vous avez parlé, je vous ai écouté religieusement. Si vous avez des observations à faire, vous allez les faire quand Guillaume aura terminé. Guillaume Aoutou, allez-y. Guillaume, c'est vous. Allez-y. Voilà. Ce que je dis, c'est qu'effectivement, il y a des choses à faire. Dans toute chose, il y a une amélioration à faire. Au niveau de la gouvernance, oui, il y aura une amélioration. Et il a dit, Sori Diabaté, il va avoir régulièrement des rencontres pour faire le point de la situation financière au club. Parce que quand les gens ils disent, par exemple, l'argent de la FIF, les gens, c'est... Non, mais les clubs qui sont membres actifs, quand il y a les assemblées générales, on leur fait le point de leur argent. Ils savent. Mais les gens veulent que les dirigeants viennent sur le plateau, un plateau de télévision ou bien de radio, pour dire, voilà, on a eu 100 milliards, voici comment on a dépensé. Ouais. Non. C'est pour des gens, ils sont responsables devant les clubs. Donc pour vous, cet argument selon lequel il n'y a pas de transparence ne tient pas la route. Les clubs disent qu'il n'y a pas de transparence. Alors, le candidat Sori, il a décidé, s'il est élu, il décide de créer des ligues supplémentaires. Il y aura les ligues jeunes, la ligue jeune qui va donc réfléchir au football des jeunes. Mais quand les gens y parlent, quand ils disent qu'il n'y a plus de championnat de jeunes, mais les gens vont peut-être un jour nous expliquer
comment la compétition des jeunes, qu'on appelait Talent en herbe, qui était donc sponsorisée par une maison de communication en Côte d'Ivoire, comment cette compétition a pu disparaître. Parce qu'elle a révélé des joueurs comme Zak Bayou, comme Mansou Kouakoua Moroso, comme Ngossa Antoine. Et nous avons été témoins de ça. Voilà. Et donc, il va y avoir la Ligue jeune, une ligue féminine, et puis la décentralisation qui va passer, qui va se résumer à une hausse du nombre de ligues. Aujourd'hui, il y en a 12. On va passer à 16. Et il compte s'appuyer sur les mairies pour que, effectivement, les mairies soient des interlocuteurs pour qu'ils puissent céder des locaux à ces ligues-là. Et puis, effectivement, parce que les gens, ils oublient une chose. Les infrastructures sportives, les terrains, là, ce n'est pas les fédérations qui construisent les terrains. Ça, c'est une réalité. Aujourd'hui, il est question, avec les projets FIFA Forward, de faire en sorte que les pelouses synthétiques aillent à l'intérieur du pays maintenant, pour qu'effectivement, le championnat redevient national. Mais aujourd'hui, si on vit cette situation de championnat de Côte d'Ivoire, qui est un championnat d'Abidjan, c'est parce qu'il y a des impératifs par rapport aux diffuseurs. Parce qu'on ne peut pas aller montrer un match sur un terrain dénudé. Ça aussi, c'est une réalité. Et puis, la crise de 2002 est passée par là. Les clubs de l'intérieur qui sont venus à Abidjan, il y en a qui n'ont plus, franchement, envie de retourner parce que tous leurs joueurs résident à Abidjan ici. C'est plus facile pour eux de laisser les joueurs dans leur... non, mais tout ça va prendre fin. Parce que avec l'organisation de la CAN en 2023, c'est 6 nouveaux stades qui répondent aux normes internationales qui vont être construits avec les terrains d'entraînement. Et Sori Diabaté, il compte prendre 10 hectares sur l'espace qui est à Ibimpe, qui abrite donc le stade olympique, pour faire 10 stades d'entraînement. Parce que ça aussi, c'est une vérité. Les clubs n'ont pas de stade d'entraînement. Et si tu n'as pas de stade d'entraînement, c'est difficile d'apprendre à jouer au football. Donc, il y a de l'argent qui sera dégagé, près de 200 millions pour les clubs. Chaque club qui va donc venir avec... 200 millions à l'année? Oui. Qui va donc venir avec les preuves d'un terrain qu'il dispose, avec les papiers, aura 25 millions pour construire son terrain d'entraînement. Et puis, il a pensé aux anciens joueurs pour leur réinsertion ou leur reconversion. Voilà, il va falloir les former. Il y a beaucoup de métiers autour du football. Ce n'est pas seulement être entraîneur. Je suis désolé. Tu peux vidéaste, tu peux être manager. Donc, il va aider ces anciens vraiment à se reconvertir après leur carrière de football parce que vraiment, quand on voit certains, ce n'est pas la rose. Et puis, il y a une épargne retraite qui est prévue pour les anciens joueurs, de sorte que... Jusqu'à présent, il n'avait pas d'épargne retraite. Il n'avait pas d'épargne retraite. Mais parce que, voilà, les joueurs eux-mêmes, il y en a qui vivent au jour le jour. Très bien. Quand j'ai entendu l'aîné dire c'est pour les entraîneurs, c'était compliqué de mettre en place, je veux dire, leur statut et tout ça. Non. Mais quand les présidents de club s'asseyent pour dire, écoutez, maintenant, pour qu'il y ait un entraîneur sur le banc de touche, il faut qu'il y ait la licence A fédérale. Mais à partir de ce moment, vous devez vous battre pour qu'on puisse aussi vous payer à la hauteur de votre formation et de votre niveau. Donc ce n'est pas la faute de la fédération. Mais non, parce qu'il faut se battre. Je prends le cas des journalistes. Aujourd'hui, on s'est battu pour qu'il y ait, pour qu'on puisse payer les journalistes à la convention collective, même si, dans les faits, il y a des patrons qui sont réticents. Charlie, c'est un patron. Bon, d'accord. Fait partie de... Très bien, on vous a bien compris. Aristide, vous qui représentez un peu l'œil extérieur sur ce plateau, oui. Quand on entend les consultants ici sur ce plateau développer les différents pans des programmes des candidats, moi je me rends compte que par certains endroits, on a des similitudes. Absolument. Et Quand Swalio et M. Sangaré parlaient tout à l'heure de régionalisation du football,
on entendait Guillaume Maoutou parler du programme de Sori Diabaté qui évoquait une proximité avec les mairies, avec les collectivités territoriales. Est-ce que finalement, tous ces candidats ne doivent pas s'asseoir pour se parler et trouver le meilleur pour le football ivoirien, Cholio? Ouais, je pense qu'effectivement, là, vous posez une très belle question. C'est là que se situe l'enjeu. C'est-à-dire que les programmes, tout le monde peut écrire un programme, tout le monde peut élaborer un programme, mais c'est l'homme, c'est le leader, le leadership, c'est celui qui porte le programme qui fait la différence. Parce qu'aujourd'hui, le football ivoirien, je vais vous dire une chose, le football ivoirien a besoin de ressources financières. Le football ivoirien a besoin de moyens financiers pour développer ce football-là. On a besoin de moyens pour développer les infrastructures. On a besoin de moyens pour accroître les droits télé, les subventions des clubs. Pensez au football amateur, c'est-à-dire les centres de formation, les championnats de divisions régionales, etc., etc. Donc aujourd'hui, le football ivoirien a besoin de ressources. Et aujourd'hui, c'est pourquoi les programmes, moi, quand tu regardes les programmes, c'est vrai, effectivement, tous ces programmes-là sont presque similaires, mais ce qui va faire la différence, c'est celui qui sera capable d'aller chercher les ressources. Est-ce que déjà vous pensez que asseoir, aplanir toutes les divergences et s'asseoir pour se parler, c'est possible? M. Sangaré? Ça peut être possible à la condition que, comme il a dit Choalio, celui qui incarne le projet soit quelqu'un de neuf, quelqu'un qui peut, pas neuf pour du neuf, mais qui a vraiment réuni toutes ses compétences, toutes ces valeurs-là, qui peut aller chercher les moyens là où ça se trouve pour nous permettre de coller à ce développement. Parce que les infrastructures, ça coûte beaucoup d'argent. Mais en le disant, ce n'est pas que Drogba sorte, le candidat Drogba sorte de l'argent de sa poche. Il a des gens derrière, il a du sponsor derrière, il a des personnes de bonne volonté qui sont prêtes. Alors là, on demande si on peut avoir un consensus. Vous désignez tout de suite. Non. Ce que je veux faire comprendre, le consensus, vous le faites avec quoi? Parce qu'il faut des critères pour faire le consensus. Il y a un début, il faut s'asseoir déjà pour discuter. C'est ce que je vous dis. On peut le faire à condition qu'on respecte déjà cette position-là. Celui qui va incarner le projet. Non, ça c'est votre position. Non. Je reviendrai à vous, M. Sangaré. Oui, Aristide. Je voulais seulement dire quelque chose. Les gens n'ont pas fait attention. Mais Idriss Diallo était déjà dans un précédent bureau exécutif de la FIF. Et pendant que Sidi Diallo était là, je crois qu'il s'était retiré. Il n'a pas été avec Sidi. Et il revient au moment où Sidi dit qu'il n'est plus candidat. Et je pense que celui qui va jouer le rôle rassembleur entre les trois pour créer ce consensus, et je crois que c'est surtout pour ça aussi qu'il est venu, c'est Idriss Diallo. Maintenant, il y a un élément important sur lequel je voulais revenir, ce que Choalio a soulevé comme préoccupation. C'est la régionalisation. Je ne comprenais pas pendant longtemps, et c'est quand il explique que je comprends, pourquoi est-ce qu'il y a eu ce désamour, les gens n'allaient plus au stade. Mais c'est parce que tout se joue à Abidjan. Et je n'avais pas fait attention, c'est quand il en a parlé tout à l'heure que j'ai dit, ah, effectivement. Parce que si je suis du village, par exemple de Mans, et que j'ai mon club qui est de Mans, et que je suis à Mans, et qu'à Sec, où il y a des stars, Africa, où il y a des stars, vient à Mans, mais c'est une curiosité. Un peu comme le PSG qui va à Dijon. À Dijon, voilà. Donc, c'est tellement important. Ou bien le Real Madrid qui va à Valladolid. Je ne suis pas d'accord avec... S'il n'y a pas de stade, non, je ne suis pas d'accord avec Aoutou quand il dit que 2002 est passé par là. Mais on a vu 2011, après la crise post-électorale, comment on a reconstruit le pays. Donc, c'est une volonté. S'il y a des gens qui sont capables d'aller chercher les moyens pour faire la régionalisation, mais donnez-leur la volonté dont vous parlez, oui. La volonté, c'est la volonté de qui? La volonté de celui qui impulse la dynamique. Ce que vous devez comprendre, oui. C'est que les stades dépendent des collectivités territoriales. Dans les années, s'il y a quelqu'un qui apporte les moyens, et s'il y a quelqu'un qui va chercher les moyens pour renforcer ce pouvoir... Est-ce que le business model fonctionne comme ça? Ce que je vais faire comprendre, c'est que les stades là, la construction des stades dépend de l'État. Les stades de l'intérieur que vous voyez là, vous connaissez l'intérieur du pays, que ce soit à Bandoukou, que ce soit à Daloa, que ce soit à Mans, que ce soit à Séguéla, à Korogo. Ces stades ont été construits pendant les années, on va dire dans les années 60, lorsque
la célébration de la fête de l'indépendance était tournante. Oufoué a fait construire ces stades pour que les finales de la Coupe nationale, ou bien de la Coupe Oufoué puissent se jouer sur ces stades. Vous comprenez? Aujourd'hui, du fait que ces stades n'ont pas été entretenus, ils sont tombés dans un état de décrépitude. C'est le cas de le dire. Il y a des stades qui n'ont plus de tribunes, qui n'ont plus de vestiaires, qui n'ont même plus de pelouse. On vous a bien compris, Guillaume. Voilà. Monsieur vous avez demandé si il était possible de s'asseoir pour se mettre d'accord. C'est cela? Je pense que c'est possible. Très bien. Pourvu que, de part et d'autre, on fasse preuve de bonne foi. Voilà. Faut pas déjà... Parce que d'humilité aussi. Absolument. Faut pas venir à la table de négociation en se disant que c'est moi ou rien. D'accord, très bien, on vous a compris. Monsieur Sangaré. Ce que je voulais dire, mon voisin l'a déjà emboîté un peu. Construire des infrastructures sur tout le territoire, ou du moins dans les grandes villes, ça, c'est dans les cordes du candidat Didier Drogba. Mais à partir du moment où vous avez sur 3 candidats, un qui est prêt à épauler l'État de Côte d'Ivoire, parce que c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. L'État fait son travail régalien. Mais à un moment donné, on a des fils du pays qui ont des capacités à aller chercher des investisseurs étrangers pour venir appuyer le pays. Vous allez voir qu'il a déjà fait avec le tourisme de Côte d'Ivoire. À Dubaï, du 20 au 21 octobre, sur 2 jours, il a mobilisé 5 milliards pour l'État de Côte d'Ivoire. Donc, 5 milliards d'intentions. 5 milliards, oui, mais vous savez, 5 milliards d'intentions, mais vous savez, les intentions ne viennent pas comme ça. Non, forcément. Voilà, les intentions ne viennent pas comme ça. C'est des choses qui sont marquées. On le sait dans ce milieu. Non, le dire comme ça, oui, Didier Drogba et Assalfo ont participé à une campagne qui a permis effectivement de mobiliser 5 milliards d'intentions. Mais le disant comme ça, c'est comme si les investisseurs viennent donner juste de l'argent alors qu'il y a des projets derrière. C'est ce que il y a des projets, mais il faut aussi des gens. Il faut aussi la personne. Absolument, oui, c'est de ça qu'on parle. Qui incarne le groupe? Très bien. Qui incarne? Tout à l'heure, j'ai entendu dire... On n'a plus beaucoup de temps, hein. On est au terme de l'émission. Oui, rapidement. J'ai entendu dire que les infrastructures, c'est l'État. C'est vrai, mais ça, c'est dépassé. C'est un modèle qui est dépassé. Nous ne sommes plus en 1960. Aujourd'hui, la FIFA donne des outils aux fédérations pour développer, pour créer des infrastructures. Quand vous allez en Mauritanie, vous allez en Ouganda, en Éthiopie, en Somalie, les présidents des fédérations là-bas ont développé des infrastructures. Mais ce n'est pas l'État mauritanien ou l'État somalien. Comme il a dit tout à l'heure. En Côte d'Ivoire, il n'y a pas eu? Non, laisse-moi terminer. Non, je ne suis pas d'accord avec vous. Mais laisse-moi terminer. Il laisse son pays. Non, laisse-moi terminer. Donc, je te dis que la FIFA offre des possibilités aux fédérations de développer des infrastructures. Je parlais en donnant des moyens? Oui, en donnant des moyens. À travers les projets. À travers des projets bien précis. Mais maintenant, le cas Didier Drogba, quand j'ai lu le programme, ce n'est pas l'État de Côte, c'est même pas la FIFA. C'est un programme spécifique de près de 250 milliards de francs CFA avec un fonds chinois pour développer ces infrastructures-là qui ne sont pas du ressort des municipalités. C'est-à-dire que c'est un programme spécifique. Et là, c'est là que moi, quand j'ai lu le programme, j'étais séduit. Alors, ce que je vous propose, c'est de nous retrouver pour faire une autre émission, justement pour parler infrastructure liée au football. Là, nous sommes au terme de cette émission. Vous réagissez en 30 secondes. Justement, en 30 secondes. 30 secondes. Le projet Gold dont il fait allusion, c'est ça qui a permis de revêtir la pelouse du stade Champrou. L'éclairage qu'on voit au stade Champrou aujourd'hui ou au Parc des Sports, c'est ça. Et les pelouses d'Abobo et de Yopougon, où on joue les championnats de Ligue 2, c'est ça, c'est ce projet-là. La pelouse synthétique du stade, du centre technique de Benjerville, c'est ça. Donc, faut pas qu'il... ça. Alors, nous sommes au terme de cette émission. Les projets sont utilisés et la fédération
la fédération utilise bien ce projet-là pour développer les infrastructures. On vous a bien entendu, Guillaume Aoutou. On vous a bien entendu. Si vous êtes disponible la semaine prochaine ou la semaine à venir, on pourra parler exclusivement des infrastructures, parce que je réalise que ça peut faire l'objet d'une émission spéciale pour comprendre le fonctionnement et les moyens à mobiliser, les moyens énormes à mobiliser pour construire des infrastructures, pour faire évoluer notre football. Aristide Nkenda, en 30 secondes. Idriss Diallo, moi je compte sur vous, c'est vous qui pouvez apporter le consensus dans cette élection. Bon, enfin, si on veut rentrer dans cette campagne, on ne va pas s'en sortir. Merci à vous. Oui, mais je ne savais pas qu'il y avait un représentant d'Idriss Diallo. Bon, d'accord, très bien. Ce qui est sûr, allez, Dédé, bonne chance. Merci beaucoup. Merci, M. Mamadou Sangaré. Merci, Aristide Nkenda. Merci, Guillaume Aoutou. Merci, Charlie Diomandé. Le débat était passionnant, mais nous sommes au terme de cette émission. Merci de l'avoir suivi, chers téléspectateurs. Rendez-vous dimanche prochain à 20h05 pour un autre numéro de NCI 360.